Bonsoir à tout le monde, merci d'être présent ce soir au Pavillon Blanc pour ce cycle de conférences autour de l'exploration. Donc nous sommes sur la troisième conférence qui va parler ce soir des imaginaires stellaires. Donc on va un petit peu questionner les univers, entre autres l'univers inexploré. Alors, je vous ai préparé un plan dans l'idée de pouvoir suivre un petit peu le cheminement d'où on va aller. Avec cette problématique, pour commencer, comment les artistes interrogent-ils les imaginaires, les idéologies et les inégalités liées à l'exploration spatiale? C'est l'angle un petit peu que j'ai pris pour suivre cette réflexion. Donc en introduction, on va passer un petit peu la représentation de l'espace de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, et on va arriver du coup au XXe siècle à la manière dont, déjà réfléchir à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette vision de l'espace. On va parler de la conquête spatiale et du contexte en fait dans un premier temps. Et je vais vous évoquer aussi ce qui s'est un petit peu joué, disons, à partir des années 60. Donc des choses assez inédites, comme des expositions dans l'espace, ou aussi on va traverser le cinéma, puisque le cinéma s'est beaucoup emparé de ces questions spatiales. Et c'est ce qui a permis aussi au grand public d'avoir accès à quelque chose qui est quand même très spécifique et très extraordinaire. Et dans un tout dernier temps, je vais parler d'autres visions du spatial, parce qu'en fait, comme on va le voir dans la première partie, l'espace intéresse depuis hyper longtemps les humains. Et disons que nos ancêtres avaient vraiment une manière de voir à travers, par exemple, la spiritualité ou des monuments particuliers, l'espace. Donc on va un petit peu voir tout ça en dernier temps. Donc, comme je vous disais, pour introduire tout ça, l'espace, c'est un imaginaire qui est stimulé depuis très très longtemps. Bien avant que l'humain aille dans l'espace, les artistes levaient les yeux vers le ciel et se questionnaient et créaient des choses. Donc le cosmos, c'est cet espace de projection symbolique, philosophique et esthétique qu'on va évoquer un petit peu tout au long de la conférence. Donc l'espace, finalement, il a servi un petit peu de miroir au questionnement humain. Hein. On l'a observé, on l'a questionné pour essayer de comprendre l'origine du monde, tout simplement, hein, et la place de l'homme dans cet univers et les limites du savoir, en fait, puisque dans le progrès, on a cette impression de non-limite, et justement, l'espace permet de questionner nos propres limites terrestres. La préhistoire. Alors moi, ça m'a fait penser à ce monument que j'ai eu la chance de voir en vrai, qui se trouve en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, Stonehenge, qui date du coup de la période préhistorique, et qui est un monument qu'on voit en photographie, avec 56 mégalithiques qui sont disposés en cercle, intégrés dans des trous qui s'appellent des aubrays, et qui a priori, selon les recherches, un but astronomique. C'est un petit peu l'ancêtre de l'astronomie. En fait, il montre que les sociétés préhistoriennes observaient le ciel, suivaient les cycles solaires et même lunaires. En fait, il semblerait que ça pouvait aussi expliquer les éclipses, les lunes, etc. Et chercher à mesurer le temps, quelque part aussi. Hein. Donc finalement, c'est un bâtiment qui semble avoir une valeur astrologique et spirituelle aussi à la fois, puisqu'il descend de la culture celtique. Hein. C'est un bâtiment, on le voit sur cette seconde photographie, qui permettait de capter le solstice d'été. Donc il se trouvait à un moment donné, le soleil se trouvait entre deux parois, et ça permettait au peuple de l'époque de calculer l'heure et le solstice d'été. Donc c'est une observation
du ciel. Et finalement, c'est aussi une étape fondatrice qui va mener, donc des millénaires plus tard, à l'astronomie scientifique et aussi à cette question de l'exploration spatiale. D'accord ? Il y a déjà un intérêt qui s'est éveillé à ce moment-là et il a grandi, il a pris une autre position par la suite. Donc finalement, Stone Age représente l'un des premiers liens entre l'humanité et l'étude du cosmos. Ensuite, durant l'Antiquité, c'est également le cas. On peut voir des traces un petit peu de la recherche humaine autour de l'astronomie. C'est le cas, par exemple, de ce plafond de sépulture de Séti Ier, donc, qui est l'un des plus grands pharaons de la dynastie égyptienne. Donc, dans son tombeau, qui se trouve dans la fameuse vallée des rois où il y a tout un tas de pharaons. C'est un des plus riches décors qu'on puisse trouver. Et c'est un décor qui représente en fait dans sa voûte céleste toute une constellation, des étoiles, des textes astronomiques aussi. Et tous ces textes, finalement, ils avaient pour but d'amener le défunt à suivre le chemin jusqu'à l'au-delà. Donc c'est une forme, en quelque part, ancienne de cartographie du ciel qui est assez précise finalement et qui était un peu spirituelle aussi, puisque les personnes qui ont fait ça avaient vraiment pour idée d'amener le pharaon dans l'au-delà, dans l'autre monde. Donc il y avait un lien à la fois spirituel, religieux, mais aussi réel dans l'observation et la cartographie du ciel finalement. Il y a également le Moyen-Âge qui vient juste après, où finalement le Moyen-Âge c'est une période où la religion prend beaucoup de place. Et dans la religion, il y a aussi toute une part spirituelle et une vision du cosmos très particulière. Donc on peut le voir dans des fresques, des manuscrits enluminés. L'avantage de ces manuscrits, de cette période du Moyen-Âge, c'est qu'on mettait tout le travail de dessin dans des codex, des énormes ouvrages qui étaient reliés en cuir. Et du coup, ces dessins étaient préservés de la lumière, des températures, ce qui fait que de toute cette période, il y a beaucoup de documents qui ont été conservés. Et dans ces documents-là, on a trouvé donc ces conceptions théologiques où finalement le ciel est le lieu du divin, et le cosmos, et il y a une espèce de lien entre le ciel, le religieux, où on essaie de trouver comme ça, en tout cas on porte de l'attention à toute la dimension spirituelle envers le cosmos. Donc j'ai pensé à cette fresque monumentale peinte dans cette chapelle du Jugement dernier, qui a été peint par Giotto, où on voit le Christ qui est au centre, dans la partie centrale, séparé par les élus des damnés, donc de chacun des côtés, droite et gauche, où donc on est sur la chapelle des Scrovegni en Italie. Donc là, on voit la profondeur du bâtiment, c'est un immense bâtiment, et le ciel est extrêmement important dans ce bâtiment. C'est toute la partie haute. Il est abstrait, mais finalement, quand même, il y a une forme d'organisation dans la construction de la chapelle. C'est une nouvelle manière de représenter l'espace, en quelque sorte, qui est plus rationnelle, plus lisible, où on a vraiment tout l'espace du ciel, stellaire, etc., au plafond, et plus on descend, plus on a la partie terrestre qui est représentative, donc du coup des humains. Ce bleu, il symbolise en quelque part l'infini et le divin. Et le cosmos est ordonné et préparé, et finalement prépare aussi la pensée qui va venir juste après, qui est celle de la Renaissance. Là, finalement, le cosmos, il a encore pensé autour de la religion. Mais ça amène à la période de la Renaissance, où la Renaissance, en fait, comme on sait, c'est la période des Lumières, donc c'est un petit peu l'effervescence intellectuelle. Il y a un nouveau regard qui est porté sur le cosmos, et c'est un regard qui est scientifique. On éloigne un petit peu la religion et on va plutôt vers
un regard sur l'homme, l'homme et sa connaissance. Donc c'est une mise en lumière du savoir humain et des sciences, entre autres, qui viennent attester de cette intelligence. Et c'est un petit peu là où va émerger aussi cette notion de progrès, de progresser pour aller vers une société plus sophistiquée, plus intelligente. Donc là, je vous ai mis un tableau de Holbein, qui se trouve aussi en Angleterre, au British Museum, il me semble, qui est un grand tableau à peu près à échelle de ce que vous voyez, un petit peu plus grand. Et on peut donc voir deux scientifiques au second plan qui sont accoudés de manière assez sûre sur un meuble qui représente tout un tas d'objets scientifiques ou intellectuels. Donc on a des instruments de musique, un globe, et tout ça en fait atteste aussi du savoir et de l'importance de l'homme, donc c'est vraiment la pensée humaniste, au sein des sociétés. On construit comme ça une image de l'homme. Au tout premier plan, on voit une espèce de forme qui apparaît un petit peu étirée. Et en fait, c'est ça qui a de drôle dans ce tableau, c'est lorsqu'on se promène, en fait, selon la position où on se trouve, on voit apparaître un crâne. Donc on le perçoit à peine ici. Quand vous êtes devant le tableau, en fait, vous vous promenez, il y a une anamorphose, il y a un crâne qui apparaît. C'est un thème classique de la peinture, entre autres la vanité. Memento mori, donc c'est souviens-toi que tu meurs. Et du coup, ça appelle aussi à mettre en valeur tout ce côté scientifique et ce côté quête scientifique pour mieux comprendre à la fois la planète dans laquelle nous sommes, la Terre, mais également tout le cosmos et tout le système tel qu'il est pensé. Donc pas mal d'autres artistes, dont Léonard de Vinci, participent à redéfinir le rapport entre art, science et connaissance. On voit là par exemple une ébauche de ces recherches. Vous savez qu'on a pu trouver pas mal de livres de recherche de scientifiques dans le travail de Léonard de Vinci. Il a produit de multiples recherches, entre autres sur le système solaire. Il cherchait à comprendre les relations entre le Soleil, la Terre et la Lune. Donc là, voilà un petit dessin à noter de plein d'idées, de pistes. Il se trouve qu'il était encore sur des pistes un petit peu erronées, mais en tout cas, il y avait vraiment une importance de valoriser ce travail scientifique et de recherche autour du cosmos. Donc, dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on contextualise un petit peu de quoi on parle, entre autres du spatial. À l'époque moderne, en fait, l'exploration spatiale, elle cesse d'être uniquement spéculative, source d'imaginaire. Elle va devenir plus concrète, on va le voir. L'exploration spatiale, par définition, c'est l'ensemble des activités qui sont réalisées dans l'espace. Donc c'est l'exploration de l'espace remplie par des objectifs scientifiques, économiques et ou militaires également, et qui évolue aussi en fonction des sociétés dans lesquelles on est et des époques dans lesquelles on est. C'est une quête qui est relativement occidentale, qui se joue plutôt autour des pays occidentaux. Donc forcément, dans un premier temps, il me semblait important d'évoquer la NASA, qui est finalement une agence spatiale des plus connues au monde, et avec ce premier pas sur la Lune de Neil Armstrong, et Buzz Aldrin, le 21 juillet 1969. Je pense que tout le monde a cette image en tête, et avec cette image, il y a aussi cette idée de un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est des choses qui sont communément connues, même si on n'a pas les détails. Et même, par exemple, ma génération qui n'a pas du tout eu l'occasion de voir cette image à la télévision, par exemple, elle a vraiment une imagerie très spécifique de l'espace et de ce premier pas de l'homme sur la Lune. Donc on voit ce drapeau qui est planté, qui fait vraiment office de conquérir un espace nouveau. Et cette empreinte aussi qui est très symbolique, poser un pied sur la Lune, photographier cette empreinte, c'est vraiment attester que c'est quelque chose qui a été fait. Et ça a l'air de rien, mais c'est pas anodin, ça va ouvrir tout un champ
marketing, aussi une manière de penser la conquête spatiale comme quelque chose d'indispensable pour l'humanité. Donc là, on saute un peu, on fait un petit bond temporel. Je voulais parler de cette définition de conquête spatiale. De quoi on parle ? C'est un vocabulaire qui est hérité finalement du vocabulaire aussi colonial, des colonies qui ont eu lieu en amont sur Terre, et aussi militaire. Voilà, il y a tout un travail scientifique et militaire sur comment est-ce qu'on accède à d'autres planètes que celles de la Terre, entre autres la Lune, Mars, etc. Et nous, voilà, on va s'attarder que sur ces deux entreprises spécifiques, donc entre autres SpaceX, qui est tenu par Elon Musk, et Blue Origin, qui est l'entreprise de Jeff Bezos. Donc là, on voit l'image d'une voiture Tesla, réalisée par Elon Musk, qui, avec un prototype, une personne, donc un mannequin qui a été disposé au volant. Et c'est un petit peu ce rêve de conquérir et de le matérialiser par la création de sa voiture intelligente et d'en faire une image marketing finalement au sein de l'espace. Donc là, on en vient plutôt au terme de colonisation spatiale. Le projet, c'est quoi ? C'est un projet de peuplement d'autres planètes. Donc, comme on l'a dit, Mars, la Lune, etc. Il y a plein de recherches qui sont en cours. Des recherches aussi pour la question de l'habitabilité d'autres espaces que celui de la Terre. Et potentiellement l'exploitation également de ressources extraterrestres. Voilà, essayer de trouver des solutions au fait qu'on épuise les ressources terrestres. Pourquoi pas essayer de trouver des ressources extraterrestres. Donc tout ça, ça pose beaucoup de questions. Ça pose des questions d'enjeux éthiques, politiques évidemment, puisque c'est beaucoup des histoires politiques, mais aussi environnementales, dans la manière de penser les choses. Oh, pardon. Pour ce faire, je voulais aussi parler d'une autre chose qui a lieu actuellement, c'est tout nouvellement, c'est le tourisme spatial. Donc moi, j'ai été assez ahurie quand j'ai découvert ça, mais effectivement, il y a un tourisme qui se met en place, c'est le tourisme spatial, qui a quelque chose à la fois de spectaculaire et d'extrêmement luxueux. Pourtant, il y a tout un travail marketing qui nous vend autre chose. L'espace comme un produit de consommation et de distinction sociale aussi. Je ne suis pas sûre que si demain j'ai envie d'aller faire 10 minutes en apesanteur dans l'espace, je puisse me le procurer, j'en ai pas les finances, d'accord ? Et pourtant, l'idée c'est de vulgariser, démocratiser cette pratique-là. Donc le 14 avril 2025, donc assez récemment, il y a eu une mission spéciale qui a fait un petit peu un coup publicitaire. Donc on a ces six femmes qui ont participé à un vol touristique où elles se sont retrouvées pendant 10 minutes du coup en apesanteur. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est assez étonnant. Il y a vraiment une ambiance bonne conviction, fun, très amusant, avec des petites tenues assez moulantes. Donc les tenues d'astronautes ne semblent pas particulièrement pensées autour de l'esthétique plaisante, marketing, comme si on sortait un album de musique. Mais là, il y a quand même un travail avec la petite fermeture qui va bien près du corps. Une posture aussi qui rappelle celle des tapis rouges. On voit la personne du centre qui a vraiment une posture très spécifique. Alors ces 6 femmes, elles sont composées aussi de profils différents. Donc on a à gauche la compagne de Elon Musk, qui est un petit peu à la tête de cette entreprise-là. À côté, on a la chanteuse Katy Perry, qui est une chanteuse populaire assez connue, enfin mondialement connue. Ensuite, on a donc, je crois que c'est une chroniqueuse américaine. Juste à côté, c'est une réalisatrice qui est passionnée d'espace. Et les 2 dernières à droite sont 2 scientifiques qui cochent les cases il y a quand même des scientifiques dans le lot. Donc finalement, c'est une manière un petit peu de créer du marketing, de la médiatisation de l'espace, mais aussi de créer de la privatisation de l'espace. Parce qu'encore une fois, tout le monde n'a pas accès à un vol. Le prix n'a pas été communiqué, mais on sait que c'est des milliers d'euros.
et que ça équivaut à 10 allers-retours Paris-New York, juste pour monter 10 minutes en apesanteur. Donc le prix est démesuré, c'est extrêmement polluant. Donc c'est quand même très questionnant la question du tourisme spatial. Tout ça m'a fait penser à un mouvement artistique et même populaire, je dirais, parce que en fait, ça s'est retrouvé dans plein d'endroits et je pense que vous allez reconnaître des objets du quotidien. C'est le rétrofuturisme, le Space Age, on va le voir juste après. Le rétrofuturisme, en fait, c'est une esthétique marketing. Donc marketing, c'est vraiment un but de vente, autour du tourisme spatial qui s'inspire des années 30-60, d'où le rétro, il y a quelque chose d'un peu vintage. Mais l'esthétique, elle est travaillée de manière légèrement futuriste par des formes géométriques, des lignes épurées, donc on peut le voir par cette image, des couleurs très vives et une espèce d'optimisme technologique. Donc c'est en quelque part une manière aussi de bonifier l'image de la conquête spatiale. L'idée dans ce marketing, c'est d'un espace pour tous, nous donner l'illusion qu'on a tous accès à l'espace, tout simplement. Finalement, c'est une utopie de démocratisation parce qu'encore une fois, on est sur quelque chose qui n'est pas accessible au commun des mortels, mais qu'à une petite partie de la population. Donc là, effectivement, le Space Age, c'est du design d'objets inspiré de la conquête spatiale qui est apparue vraiment à peu près au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. En fait, ça a enclenché, ça a eu l'air de rien ce pas sur la Lune, mais ça a enclenché tout un marketing spatial. Donc, que ce soit dans de l'affiche, à gauche, vous pouvez voir des affiches. Il y a tout un tas de dérivés d'affiches qui sont vraiment dans ce Space Age, donc rétrofuturisme, prendre un petit peu de touche de rétro et le mettre à une sauce futuriste colorée, etc. On pense aussi à la BD de Tintin. Dans la culture populaire, Tintin, c'est ce personnage qui finalement lui aussi part à la conquête du spatial. Ou alors, en dernier exemple, effectivement, la guerre des étoiles, Star Wars. Ces films qui parlent de cette conquête spatiale également. Finalement, on est dans une romantisation et une manière de faire marketing autour de l'espace. Dans la mode et le mobilier, ça va être la même chose. Je vous ai mis donc en haut du mobilier qui est inspiré du Space Age. Donc tout un tas de designers dans les années 60-70 voire 80, s'inspire en fait à la fois d'une touche vintage, mais aussi dans des rondeurs et des choses qui pourraient être très futuristes. On est dans de la télévision des années 70, cet objet qui va rentrer dans à peu près tous les ménages, qui va être rond, des sièges un peu œufs, et par exemple, très, très commun aussi, la lampe lave, qui fait partie du commun des chambres des adolescents. Donc ces lampes qui ont une forme de fusée, et avec des boules un peu molles et des couleurs vives qui traversent l'espace comme ça et qui massent vraiment le cerveau. Donc à gauche, on a aussi un début de défilé de Paco Rabanne qui date à peu près des mêmes années, où on est sur des matières métalliques, froides, brillantes, très proches du futurisme. Et à droite, Pierre Cardin aussi, qui s'est inspiré de ce Space Age, de cette mode futuriste dans les années 60. Donc finalement, la conquête spatiale, elle intègre à peu près tous les foyers et toutes les catégories sociales. Alors là, on passe à la question des œuvres d'art. Alors, les œuvres dans l'espace, ça a commencé à exister assez tôt, en 1969. Après Apollo 11 qui a amené Neil Armstrong sur la Lune, il y a eu Apollo 12 très peu de temps après. C'est un deuxième départ sur la Lune, mais il va y avoir une première de nouveau. Entre autres, ça va être la première œuvre d'art spatiale. Vous avez en image cette toute petite plaquette de céramique qui a été imaginée par Forrest Meyers, qui est un artiste des époques américains des années 60 très connu. Il a proposé à tout un tas d'artistes qui avaient beaucoup de renommée dans les années 60 d'inscrire un tout petit dessin sur cette minuscule plaque de céramique et qui finirait sur la Lune.
Donc on a par exemple Andy Warhol ou Rauschenberg qui ont amené leur signature, leur petite création sur cette plaque et qui a embarqué du coup dans Apollo 12. Donc ok, mais ça pose vraiment des questions. Pourquoi finalement? Pourquoi faire ça? C'est la question de la mémoire peut-être humaine. On va créer une trace humaine dans extraterrestre de nouveau. La question de la trace, finalement on est de nouveau dans le memento mori, souviens-toi que tu meurs, mais est-ce qu'il y a possibilité qu'on trouve une trace de nous-mêmes ailleurs? Mais finalement, il y a aussi beaucoup d'anthropocentrisme, une obsession de l'homme et de mettre une trace de l'homme absolument partout. À peu près dans la même veine, un peu plus tard, dans les années 95, il y a eu la première exposition collective organisée dans l'espace. Donc là, ça a été dans la station Mir, donc russe, où excusez-moi, où il y a eu un appel à projet sur le thème de Space and Humanity, où finalement, en fait, des œuvres ont été présélectionnées, ont été envoyées dans l'espace, sont parties avec la mission Mir. Les membres de la mission ont décerné un prix donc à ce qu'ils considéraient être la meilleure œuvre. Entre autres, vous l'avez en image, c'est ce dessin très proche d'un dessin d'édition d'illustration. On dirait presque un peu la veine de Martine, de toutes ces choses-là dans l'espace. C'est Elizabeth Carroll Smith qui a gagné le prix. Et cette cérémonie de récompense, elle a eu lieu en direct entre l'espace et le terrestre. Donc pareil, finalement, dans quel but? De démocratiser l'espace, de démocratiser l'art, et entre autres peut-être le début de l'art contemporain, bien qu'on soit sur une récompense d'une œuvre qui est plutôt classique. En fait, juste réfléchir à quel est le but de toute cette mise en œuvre qui est quand même monumentale. Un dernier exemple là-dessus, c'est l'artiste dont j'avais déjà potentiellement parlé l'année dernière, Damien Hirst, qui est un artiste anglais qui fait partie du Young British Artists, qui est un collectif d'artistes des années 90, où on est vraiment dans le sensationnel. On est dans provoque, sensation. C'est le début un peu de on va poser quelque chose au sol et on va voir comment réagisse un peu le public. Finalement, Damien Hirst, c'est un scientifique qui est venu le chercher à la construction de Beagle 2, qui est un petit engin de l'Agence spatiale européenne, qui était censé partir en mission, qui est parti en mission, chercher des traces de vie sur Mars. Ça, c'était le but de la mission. On a proposé à l'artiste de créer ces espèces de petits cercles de couleurs où finalement c'était très proche de sa pratique de l'époque qui était picturale et qui retraçait des petits cercles de couleurs. On lui a proposé de peindre cette pièce qui sera intégrée dans l'engin pour finalement partir dans l'espace à la recherche de traces humaines sur Mars. Bon, il se trouve qu'elle est partie en 2003 et qu'en 2005, Beagle 2 a été perdu de vue, perdu des radars. Donc plus de traces, disparition de cet engin, et ce jusqu'en 2015. Et cet effet-là a fait un énorme buzz. 10 ans après, réapparaît Beagle 2 avec la pièce de Damien Hirst. En fait, là, peut-être la question qui se pose, est-ce que c'est une manière de créer du marketing autour de l'art, de créer du buzz autour de peut-être à la fois de l'espace et de son immensité, mais aussi pour l'artiste, ça fait un coup de com' qui est assez monumental. Et au vu de la veine dans laquelle il se trouvait, le Young British Artist, on peut se dire que c'est peut-être aussi une volonté de créer du sensationnel. Maintenant, je voulais parler un petit peu de cinéma, parce que finalement, le cinéma, on y a tous très facilement accès, et de films qui m'ont en tout cas personnellement marqué autour de ces questions spatiales. Le dernier que j'ai vu, c'est ce film de Claire Denis qui s'appelle High Life, que je conseille. Donc après, je vais potentiellement spoiler certaines informations, mais c'est un film qui est assez intéressant à voir.
C'est une vision qui est très sombre et critique de l'espace en quelque part. On est à bord d'un vaisseau spatial transportant des condamnés, on le comprend au fur et à mesure, des condamnés sur Terre, du coup à perpétuité ou peine de mort, qui vont être envoyés dans une mission qu'on peut qualifier d'extrême, puisqu'ils vont être envoyés sans retour possible en direction d'un trou noir. En fait, c'est dans une butte expérimentale scientifique. Ils servent clairement de cobayes. Donc là, moi déjà, ça m'a posé des énormes questions éthiques en fait dans un futur un peu dystopique. Je me suis dit mais mince, en fait, potentiellement, c'est des choses qui arriveraient, c'est terrible. Donc ils sont envoyés dans l'espace, il y a une espèce de micro-vie sociale au sein de cette cellule en orbite. Et finalement, c'est une approche très intimiste et philosophique. Je ne vais pas en dire davantage sur le film, si ce n'est que ça pose des questions autour de l'éthique, de la solitude aussi, puisqu'il y a un enfermement quand même, et aussi des limites de l'humain dans l'espace, puisque vous allez, si vous le voyez, vous l'avez vu, il y a quand même une limite qui se pose. Il y a la question de la survie également, plutôt que de la technologie. Finalement, on se rend compte que l'humain, il est dans quelque chose qui le dépasse un peu, et que bon, dans ce cas de ces personnes qui sont condamnées, en fait, il y a quelque chose d'un peu désolant. Mais en fait, quand on pense à un potentiel retour, on sent que la technologie, elle a ses limites, en tout cas dans cette mission-là. Donc finalement, c'est une vision critique et désenchantée de la conquête spatiale, avec Robert Pattinson en personnage principal, que vous pouvez voir ici. Ensuite, j'ai pensé à un film qui est assez connu aussi sur ces questions-là, c'est Interstellar, de Christopher Nolan, qui est sorti en 2017. Un film très connu aussi du grand public. Donc on est sur de la science-fiction contemporaine, un futur proche où la Terre deviendrait inhabitable. Bon, évidemment, ça résonne de plus en plus fort, soit. Un équipage d'astronautes explore d'autres systèmes stellaires et recherche une planète capable d'accueillir en fait l'humanité, tout simplement. Donc il y a quelque chose d'entrée de jeu qui est un peu autour du sacrifice du héros tragique finalement, qui est incarné par Matthew McConaughey, qui va finalement lâcher sa vie de famille, et entre autres ses 2 enfants, pour partir en mission en grand sauveur au nom de l'humanité. Donc ça, c'est l'ambiance de départ qui est enrobée d'une bande originale qui est réalisée par Hans Zimmer, pardon, qui est extrêmement mélancolique. C'est une musique qui prend et qui est travaillée, toute la sonorité est travaillée comme des bruits qu'on percevrait, qu'on pourrait imaginer dans l'espace, entre quelque chose d'assourdissant, mais en même temps, voilà, très bruyant aussi. Le film s'appuie sur des réelles connaissances scientifiques, des recherches spatiales modernes, et finalement, c'est en quelque part une vulgarisation, rendre accessible au grand public la culture spatiale et scientifique qui suggère en fait d'autres strates, d'autres temporalités dans lesquelles qui se trouveraient dans l'espace. Et c'est un petit peu comme ça que le personnage va se rendre compte, voilà, il va découvrir. Enfin, pareil, je ne vais pas tout raconter si jamais vous n'avez pas vu ce film, mais je vous le conseille vivement. Finalement, ça interroge aussi la foi aveugle envers le progrès, puisque le personnage, à un moment donné, dans ce temps qui passe, lui à sa manière et sur Terre autrement, il va réaliser qu'il passe à côté de sa vie sur Terre. Mais bon, on le savait finalement presque en amont, puisqu'il y avait l'objet un peu d'un sacrifice d'une vie pour l'humanité. Donc ça, c'est encore un autre point de vue. Tout ça, ça va nourrir les imaginaires de tout le monde autour de cette idée que la conquête spatiale a du sens et est avérée hyper importante pour l'humanité. Dans un deuxième temps, j'avais envie de proposer des artistes qui amènent une autre vision du spatial. Et pour commencer, les premiers à l'avoir vraiment fait, c'est les afrofuturistes. Ils réécrivent en quelque part l'histoire, on va définir un peu ce que c'est, à partir donc dans ces années 70-80, où finalement la place de l'espace est très importante dans la culture populaire, et dans les années 90, il y a ce courant esthétique, donc artistique, musical, qui va émerger.
C'est un mélange de science-fiction, de spiritualité également, et de mémoire et de politique. Il y a un engagement politique, on va le voir. Ce mouvement, il est né à travers la musique. C'est finalement une remise en question des discours, des récits dominants occidentaux, parce qu'il faut imaginer que la conquête spatiale, entre autres là, en Afrique, elle ne se joue pas du tout. C'est plutôt des questions occidentales. Donc il y a toute une partie de la population des afro-descendants vivant en Occident qui se sentent complètement délaissés, ou aux États-Unis. Donc du coup, pour reprendre de l'espace, ils vont créer une réparation, une réinvention de leur identité afro-descendante à travers l'histoire du futur. Donc l'idée, c'est de changer de paradigme, de regard et d'offrir une diversité de regards autour de cette conquête spatiale. Je vais vous illustrer ceci avec l'exemple de Sun Ra, qui est un musicien jazz très connu. C'est finalement un petit peu le pionnier du free jazz, qui est maintenant un genre très connu dans le jazz. Sun Ra, il va faire émerger sa musique dans une atmosphère où effectivement l'espace prend beaucoup de place, et il va intégrer en quelque part un personnage. Donc on voit l'artiste lui-même mis en scène ici avec des costumes extrêmement grandiloquents. Il va beaucoup performer aussi ses représentations, donc créer des effets de costumes, de lumière, etc. C'est quelque chose qui est assez inédit. C'est un imaginaire qui est inédit et très expérimental. En fait, en quelque part, il essaie de se créer une image comme un ovni, un extraterrestre du jazz. Et il va utiliser aussi de la mythologie égyptienne, des récits interstellaires de science-fiction, beaucoup autour de la science-fiction des années 60, pour créer tout son univers. Et finalement, le spatial, pourquoi ? C'est un ailleurs qui est symbolique pour lui, qui permet aux communautés afrodescendantes d'échapper à leur histoire terrestre, qui est relativement marquée par l'esclavage, par le racisme et par l'effacement culturel. C'est-à-dire que par exemple, Sun Ra, qui date des années 1900, il est né en 1914 jusqu'en 93, c'est des moments où, en fait, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de ségrégation et il y a une invisibilisation des peuples afrodescendants. Donc finalement, cette affirmation à travers le spatial, ça permet aussi de réécrire une histoire qui est beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus valorisante pour ces personnes-là. Ouh, pétard, pas que j'utilise... voilà. Donc il a créé, il y a un morceau qui s'appelle Space in the Place que vous pouvez écouter si vous ne connaissez pas trop son travail musical. Bon, on est vraiment dans du free jazz, c'est très étonnant, très expérimental, mais on a vraiment une idée en fait de son univers qui est très riche et très imaginaire, très créatif finalement. Il propose une vision qui est radicalement différente de l'espace. Il dit que la musique noire pouvait être un moyen d'échapper à la culture blanche qui était relativement dominante. Il proposait l'espace comme une utopie de libération des chaînes en fait de l'histoire et entre autres de l'esclavage. Il a réalisé aussi un film qui s'appelle Space in the Place en 1976, qui est finalement une continuité de son expérience musicale. C'est un voyage dans le temps autour des imaginaires stellaires et autour de la musique. Donc en fait, on est vraiment sur une création qui est nouvelle, et si elle est nouvelle, en fait, ça permet aussi de réaffirmer son identité, puisque personne d'autre n'a pu le faire avant. Donc là, on est sur un artiste qui est beaucoup plus contemporain, qui est actuel, Stéphane Gladieux. Je suis tombée sur cette série qui s'appelle Homo Detritus, que j'ai trouvée relativement intéressante, ne serait-ce que pour son esthétique. Son travail photographique est très complexe. Donc c'est un artiste qui est né en 1969. Il vit et travaille actuellement à Paris. Il a à la base une formation plutôt de photo-reporter, donc il a énormément voyagé. Et dans ces voyages, en fait, il a constaté l'état déplorable de certains pays, entre autres d'Afrique et d'Asie, mais aussi d'Amérique latine, l'état déplorable de la pollution en fait. Toutes les pollutions occidentales sont envoyées dans ces pays-là, et en fait c'est des décharges géantes qui reçoivent tous les détritus du monde entier, mais également des détritus
qui peuvent découler d'objets en orbite. Donc finalement, il a construit des costumes comme ça qui reprennent cette idée du spatial avec tous les détritus qui ont été récoltés dans des décharges. Donc les images sont très composées, presque monumentales, hein, et elles transforment ces paysages de déchets, petit lapsus, en scène quasi cosmique finalement, hein, avec un décor qui est celui des villes dans lesquelles il photographie, avec les déchets qui ont été attrapés dans la ville dans laquelle il est. Mais on a quelque chose presque cosmique finalement dans le choix du costume. C'est une manière d'interroger les conséquences de la modernité technologique, parce qu'il y en a finalement, dont fait partie l'aventure spatiale également, hein. La production de débris, de pollution et de déchets spatiaux également, qui sont en orbite. En fait, en montrant une Terre saturée de rebuts, hein, qui se trouve en plus pas directement sous nos yeux, Homo Detritus, donc cette série, rappelle que l'exploration et le progrès technologique ont un coût aussi environnemental sur la Terre comme dans l'espace, puisqu'effectivement, on va le voir avec d'autres artistes, l'espace est saturé d'objets humains. Donc finalement, à travers une esthétique très poétique, parce qu'il y a quelque chose d'un peu poétique, hein, on y lit une histoire qui est assez triste aussi, hein. Yinka Sonibar est un artiste qui a présenté une pièce aussi qui m'a vachement interpellée. Donc c'est un artiste britannico-nigérian, donc qui est connu beaucoup pour son travail de sculpture autour des questions coloniales et d'identité. Il a présenté cette pièce qui s'appelle Spacewalk, qui présente un astronaute sans tête qui n'a pas de visage et qui est vêtu d'un costume spatial recouvert de tissu wax. Wax, c'est ce tissu qu'il a sur le corps qui est un tissu en fait africain, mais qui a une histoire coloniale, puisque à la base, c'est un tissu qui a été créé par les Hollandais, qui en ont fait à foison et qui ne savaient plus quoi faire, qui ont fait produire des quantités de tissus, mais qui ne savaient plus tellement quoi en faire. Et du coup, ils les ont laissés en Afrique, apportés en Afrique, et c'est devenu un peu un tissu identitaire en Afrique, le wax. Donc c'est quand même un tissu qui est chargé aussi de sens, hein, dans l'histoire coloniale. Et finalement, il détourne l'image du héros héroïque de l'astronaute tel qu'on le connaît, parce que quand on pense à un astronaute, on ne pense pas à un tissu multicolore, très coloré. On pense à un habit extrêmement blanc et stérilisé. Et finalement, ça amène aussi un symbole de la conquête spatiale qui est que occidentale, hein. Elle interroge l'exclusion historique de nombreux peuples, dont notamment ici l'Afrique, du récit officiel de l'histoire spatiale. En fait, elle ne concerne pas tout le monde, cette histoire spatiale. C'est ça qu'il faut comprendre. L'espace, associé à des motifs ici coloniaux, montre que la conquête spatiale est un prolongement de logiques de pouvoir, d'exploration et d'appropriation héritées de l'histoire terrestre, hein. En fait, il se joue les mêmes choses finalement. Ça m'a fait penser de manière plus populaire à ce film qui s'appelle Le Grand Déplacement, qui est un film humoristique de Jean-Pascal Zadi, qui est une comédie en fait de science-fiction tout simplement, où le super-héros, donc Jean-Pascal Zadi qu'on voit au premier plan, est un noir et un africain. Et en fait, l'enjeu du film, qui est tourné autour d'une comédie, c'est d'enclencher la première mission spatiale africaine secrète, dans cette idée que la Terre de nouveau deviendrait invivable. Donc on reprend un petit peu les codes du cinéma classique, hein, de l'exploration spatiale. On ne peut plus vivre sur Terre, et on part à la conquête spatiale. Donc il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de mise en lumière aussi également à travers l'humour de l'invisibilisation des personnes racisées sur ces questions spatiales finalement.
Donc ça peut être intéressant en toute légèreté de le voir sous cet angle-là finalement. Dans un tout autre registre, j'ai découvert cet artiste aux abattoirs de Toulouse, Tabitha Reuser, qui est une artiste franco-guyanaise. Donc si c'était une exposition il y a peut-être 2 ans, au sous-sol, il y avait cette pièce qui était portée dans l'obscurité, qui est un cercle en fait de menhir. Et au milieu se trouvait un très très grand écran. En fait, c'est un petit peu sa pratique de base. Elle aime bien confronter le technologique avec les pensées ancestrales. Donc elle s'inspire entre autres des pensées ancestrales issues des communautés africaines, où il y a tout un tas d'images qui apparaissent dans l'écran, qui rappellent un petit peu des gestes, il y a des mouvements de danse, il y a plein de choses de personnes afrodescendantes. Et à la fois, il y a des images un peu plus ésotériques liées au cosmos, puisque je vous rappelle que les peuples anciens avaient déjà une connexion, une spiritualité qui était liée au cosmos. Il y avait une pensée spirituelle envers les constellations, les étoiles, une pensée qui peut s'avérer peut-être un peu magique aussi. Mais les étoiles servaient aussi à se repérer. Il y a toute une mémoire en fait qui est ancestrale, qu'on a tendance à oublier du fait qu'en fait on a pris un autre angle d'attaque, entre autres la conquête spatiale. Mais ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'elle confronte à la fois la technologie, mais aussi le rapport à la spiritualité et aux pensées anciennes en fait. Et elle nous ramène à repenser notre relation au cosmos à partir des pensées ancestrales du cosmos. Et finalement, je trouve que c'est pas idiot en fait de prendre un pas de recul, de se rappeler sa petitesse et de réobserver en fait l'espace, mais avec une manière peut-être plus modeste que d'être dans une idée de conquête. Donc je vous invite à aller voir son travail qui est très poétique et qui parle de ce qu'on appelle les cosmovisions. Les cosmovisions, c'est la manière dont nos ancêtres pensaient l'espace et le cosmos, en fait, ce qu'il y a autour de nous. Et il y a des pensées qui sont très belles et très poétiques. Dans un registre un peu plus terre-à-terre, j'ai découvert aussi cet artiste, Trevor Paglen, qui, lui, travaille sur les satellites espions, les infrastructures militaires et le contrôle spatial. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de choses qu'on ignore. Et lui, en fait, il va mettre en lumière ces choses-là. Donc, il montre que l'espace n'est pas un lieu neutre, mais vraiment un outil géopolitique et militaire. On peut le voir, par exemple, avec la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Tout ce travail-là et donc aussi la conquête spatiale, c'est un petit peu ces enjeux-là. Donc avec cette pièce The Other Night Sky, qui veut dire l'autre ciel nocturne, on perçoit, là c'est peut-être pas l'image la plus évidente, mais dans ces photographies, l'idée c'est de mettre en lumière tous les satellites secrets qui survolent notre tête constamment. Et en fait, il y en a des milliers et des milliers qui tournent en permanence autour de nous. Et lui, en fait, il va les rendre visibles. Une autre pièce qui s'appelle Orbital Reflector, désolée pour mon anglais, qui est une œuvre en fait conçue pour être placée en orbite. C'est une œuvre d'art en fait. C'est pas un vrai satellite finalement. C'est une espèce de satellite gonflable et très très réfléchissant. En fait, il serait visible depuis la Terre, ce satellite, à l'œil nu. On n'aurait même pas besoin de matériel spécifique. Ça serait comme une espèce d'étoile artificielle extrêmement lumineuse. Et il n'y a aucun but scientifique dans sa démarche, ni militaire. L'idée, c'est juste de penser penser une mise en orbite d'une œuvre d'art. Et du coup, du fait qu'elle soit très réfléchissante, très lumineuse,
ça permettrait justement d'illustrer la présence d'un tas de choses en orbite finalement, de matérialiser la présence militaire, politique de tous ces objets qui sont en orbite en permanence. Il interroge à travers toute sa pratique artistique, que ce soit photographique ou sculpturale, la militarisation, la privatisation de l'espace aussi. L'espace devient finalement un terrain artistique, politique, qui est lourd de sens. En dernier exemple, je voulais vous parler de cette pièce qui s'appelle Cosmos, que j'ai eu l'occasion de voir l'année dernière à Toulouse, qui est une pièce contemporaine qui était assez poétique également, qui travaillait sur la question du rêve de l'exploration spatiale. Et entre autres, c'est issu d'une histoire vraie. C'est une mission qui n'a pas eu lieu dans les années 60 de Mercury 13. Aux États-Unis, en fait, c'est 13 pilotes américaines qui ont été formées de manière très très pointue à leur en vol, mais qui finalement ne sont jamais partis et qui ont été complètement invisibilisés. Donc là, ça questionne plus la place des femmes dans le spatial, et c'est une grande question aussi qui est peut-être moins importante aujourd'hui, mais ça reste quand même un milieu qui est relativement masculin, que ce soit dans la recherche scientifique ou vraiment dans le terrain, quoi. Et c'était une manière très poétique de traiter de ce sujet qui est un peu passé à la trappe, mais finalement qu'il y a des femmes qui ont été entraînées, qui allaient passer à l'acte du rêve de leur vie et qui se sont vues du jour au lendemain stopper la mission et on passe à autre chose. Donc c'était assez touchant comme manière d'aborder le sujet, parce que en fait c'est des personnages qui sont mis en scène où on s'attache, on voit leurs rêves d'enfant se mettre en place, et puis on se trouve en tant que spectateur extrêmement frustré de se rendre compte que non, parce qu'elles sont des femmes, elles ont été mises de côté et invisibilisées sur ces questions-là. Donc finalement, ça pose aussi la question du genre et du savoir situé, de savoir se situer autour de ces questions scientifiques ou autour du discours majoritaire. Il y a plein de choses à explorer. Et voilà, donc le théâtre est une bonne manière aussi de poser ces questions-là. Pour conclure sur cette exploration spatiale, on voit que l'imaginaire spatial est extrêmement puissant, prolifique, mais aussi profondément politique, finalement. Choisir de continuer dans cette idée du progrès, du développement technologique, c'est un parti pris, mais au lieu de ça, on peut aussi penser l'avenir de l'humanité vers l'espace dans lequel on est, finalement. C'est repenser notre Terre, notre planète, ses ressources, ses territoires et la manière dont on peut l'habiter plutôt que d'être dans une projection spatiale. C'est quand même étonnant qu'on en vienne à se projeter, de devoir détruire notre propre espace terrestre pour aller se projeter ailleurs, comme si on allait pouvoir conquérir et continuer la suite ailleurs. Ça m'a fait penser à une exposition que j'ai malheureusement loupée, mais qui avait l'air très très chouette, qui s'appelle « Réclamer la Terre », au Palais de Tokyo à Paris, qui est un lieu d'exposition d'art contemporain. Très chouette si vous avez l'occasion d'aller à Paris. Finalement, Réclamer la Terre, c'est un petit peu le contre-pied de de cette conquête spatiale, des récits héroïques de l'exploration sociale. C'est plutôt une mise en lumière d'artistes qui valorisent cette terre qui est la nôtre, de sa protection, de sa valorisation par la photographie, l'installation. Et l'art a cette beauté que j'adore et qui me touche énormément, c'est que c'est un outil qui est extrêmement critique face au récit dominant, entre autres du progrès. En fait, il y a des artistes qui proposent une autre manière de voir, et même si c'est juste un instant poétique, ça fait quand même relativement beaucoup de bien. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute.